Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire de pouvoir, de trahison et de contrôle absolu. Tout ça dans un futur qui pourrait être le nôtre. Absolument. On va parler d'une figure aussi fascinante que redoutable. Nyx, la baronne du crime de Néolutès. Les documents qu'on a pu consulter nous ouvrent les portes de son empire, un monde bâti sur le plaisir, le sexe, les rêves synthétiques. Et on la découvre à un moment paradoxal, un moment de grande vulnérabilité. Elle est en public, aux funérailles d'un certain Richard Goldman, au Père-Lachaise. Et là, discrètement, elle reçoit une alerte. Une alerte. Son manoir, sa forteresse, vient d'être infiltré. Et c'est là que tout commence. C'est une analyse passionnante de la réaction d'une prédatrice au sommet quand on viole sa propre tanière. C'est exactement ça. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer cette réaction en chaîne. Parce que Nyx, face à ça, elle ne va pas juste chercher les coupables. Non, Non, c'est bien plus complexe. elle va immédiatement transformer la crise en opportunité. Elle va manipuler ses ennemis, jouer une partie d'échecs sur plusieurs niveaux pour, au final, réaffirmer son pouvoir. Alors, commençons par le commencement, l'intrusion. Oui, que s'est-il passé exactement? Les sources parlent d'une intrusion de haute voltige, des professionnels. Ils sont entrés dans son bureau, ont ouvert son coffre-fort. Et ils ont tout pris, j'imagine? Eh ben non, justement, c'est là que ça devient étrange. Ils volent une seule chose, une console d'accès à son sanctuaire virtuel. Rien d'autre. Pas d'argent, pas de dossier compromettant. Rien. Juste des informations très très spécifiques sur un concert, celui d'un groupe, les Andromèdes. Un concert, hein? C'est tout? Ça n'a aucun sens. Et les intrus, on sait qui c'est. Alors là aussi, c'est particulier. On a 4 intrus. 3 d'entre eux utilisent des avatars très reconnaissables, ceux d'une célèbre équipe de sport, les Yankees de Night City. Attendez. Les Yankees. Mais les sources ne disent pas qu'ils étaient ses invités la veille au soir? Si, coïncidence un peu trop parfaite, non? Et pour couronner le tout, il y a un 4e intrus, une ombre, totalement invisible, même pour les systèmes de Nix. C'est d'une audace? C'est presque une provocation. C'est la question à 1 million. Est-ce que ce sont des idiots qui se sont fait remarquer, ou est-ce que c'est une mise en scène incroyablement sophistiquée pour la mener sur une fausse piste? D'accord. Et c'est ce puzzle qui va tout déclencher. Exactement. Ça va la pousser à agir sur 2 fronts. D'un côté, elle contacte la nouvelle évangile numérique, Une sorte de néo-Vatican technologique. c'est ça, pour traquer les hackers. Et de l'autre, elle est convoquée par son suzerain, la méga-corporation Gemcorp, qui vient lui rappeler, sans ménagement, qui est vraiment le patron. Pour bien comprendre comment elle arrive à naviguer entre ces deux géants, il faut peut-être faire un détour par sa psychologie, non? Pour saisir ce qu'elle va faire, il faut d'abord comprendre qui elle est. On sait quoi sur son passé? On sait que son passé, c'est la clé de sa froideur, de son calcul. Les sources suggèrent qu'elle a grandi dans le milieu, probablement dans un bordel de luxe, un établissement tenu par ses propres parents. Oh là! Elle y aurait subi des abus. Elle aurait vu sa mère tenter de la protéger, mais en vain. Et sa réaction, ça n'a pas été de fuir. Ça a été de conquérir. Précisément, elle a trahi ses parents, vendu leurs secrets à Gemcorp pour prendre leur place. Et elle s'est juré une chose, ne plus jamais, jamais être une victime. Ce traumatisme, il n'a pas juste endurci sa personnalité, il a complètement recablé sa vision du monde. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ne voit plus les émotions comme des expériences à vivre. Pour elle, ce sont des faiblesses. Des faiblesses à exploiter chez les autres. Des leviers. Des leviers, voilà. Le désir, la luxure, l'amour de l'art. Ce sont des interrupteurs. Ils créent des réactions prévisibles. Et quand les gens sont sur le terrain de l'émotion, ils sont vulnérables. Et la négociation, elle tourne toujours en sa faveur. Ce n'est plus une personne, en fait. C'est un système. D'accord, donc on a cette stratège forgée par le traumatisme qui rentre chez elle. Elle découvre son bureau saccagé. C'est là que le jeu d'échecs commence vraiment. Quelle est sa toute première réaction? Sa première réaction est fascinante, parce qu'elle est purement symbolique. Elle est face à son chef de la sécurité, Gordon, qui lui explique la situation. Elle ne panique pas. Elle ne crie pas. Non. Non. Elle dit simplement « Je ne resterai pas dans un endroit où ils ont pu pénétrer sans mon accord. » Et elle abandonne son bureau. C'est tout. Elle le rejette. Exactement. Ce n'est pas une décision pratique, c'est une déclaration de principe. C'est sa manière de reprendre le contrôle sur son propre espace. C'est la toute première pièce qu'elle bouge sur l'échiquier. Et ensuite?
Elle cherche à savoir qui a fait ça, j'imagine. La vérité. Pas du tout. C'est ça qui est brillant. Elle rejette immédiatement l'idée que les Yankees soient les vrais coupables. Ils sont trop bêtes pour ça, dit-elle. Ah oui, quand même. Mais au lieu de les écarter, elle voit tout de suite leur ponce-t-elle, leur utilité. Elle ordonne à Gordon de continuer à interroger le joueur qu'ils ont capturé, un certain Mustang, et de le persuader qu'il est le coupable. Donc elle ne cherche pas la vérité. Elle cherche un récit qui l'arrange. Elle construit déjà sa contre-attaque narrative avant même de savoir qui l'a vraiment attaqué. C'est incroyable. En parallèle, elle se connecte à son sanctuaire virtuel pour vérifier l'étendue des dégâts. Elle confirme la présence des 4 intrus, le vol des données sur les Andromèdes, et c'est là qu'elle passe à l'offensive. Elle ne subit plus l'événement, elle commence à le réécrire. D'accord. Et pour que ce piège fonctionne, il lui faut des chasseurs. Et c'est là qu'elle passe son premier coup de fil. Au cardinal de la nouvelle évangile numérique. Et cette conversation, d'après les sources, elle est très policée. Ah oui, pleine de flatteries, de courbettes, mais derrière ça, l'objectif est chirurgical. Elle sait que ce néo-Vatican technologique a une obsession quasi religieuse pour la traque des hackers. Pour eux, ce sont des hérétiques. Donc en leur signalant l'intrusion, Elle ne demande pas de l'aide. Elle leur offre une croisade sur un plateau d'argent. et le cardinal mord à l'hameçon, si je comprends bien. Immédiatement, il qualifie l'intrusion de blasphème et il promet d'envoyer son meilleur inquisiteur. Un inquisiteur. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? Ça veut dire un cyberdétective avec des pouvoirs quasi illimités. Une unité d'élite. Donc Nix obtient gratuitement les services d'une superpuissance, tout en renforçant une alliance clé. C'est un coup de maître. Mais à peine a-t-elle raccroché que la réalité la rattrape, sous la forme d'un agent de GemCorp, un certain Wukok. Et là, j'imagine que le ton change radicalement. C'est le jour et la nuit. Fini les politesses. Wukok, c'est un mur de glace. Il lui reproche d'avoir quitté l'enterrement. Il lui rappelle froidement que sa position de baronne, ce n'est qu'une franchise accordée par GemCorp. Il la remet à sa place. Brutalement. Il utilise une phrase terrible. Votre fauteuil sautera et votre tête aussi. Cela ne vous octroie pas une immunité. C'est un rappel qu'elle n'est que de la gérance. Utile, oui, mais remplaçable. C'est une pression psychologique énorme. Elle vient de subir une violation de son intimité et son supérieur vient la menacer de mort. Comment est-ce qu'elle réagit? Un nom qui fait tout basculer. Nix, pour essayer de se donner de l'importance, mentionne un projet secret. Élyséum. Et là, la réaction de Wukok est... Glacial. Il la coupe nette. Plus jamais nous ne devons citer ce nom. Ce nom et ce terme sont morts avec l'ancien parrain. C'est une menace à peine voilée. Il lui rappelle comment l'ancien parrain a fini. Exactement. Il était trop gourmand. C'est une ligne rouge qu'elle a franchie. Elle a essayé de jouer dans la cour des grands, et Wukok l'a violemment remise à sa place. Il la traite de ratière, dont le royaume se limite à Néolutès. Donc elle perd cette confrontation. En apparence, oui. Elle est humiliée. Mais même dans cette position de faiblesse, elle réussit un petit coup tactique. Elle glisse une information. Laquelle? Elle suggère que les hackers sont peut-être passés par un projet caritatif lié à la famille Goldman. Un projet que GemCorp soutient. Elle est subtile, mais elle détourne une partie de l'attention sur les failles de sécurité de ses propres maîtres. Elle se montre à la fois soumise et utile. Elle a perdu la bataille, mais elle a marqué un point pour la guerre à venir. C'est tout à fait ça. Mais après cette humiliation, elle a besoin de se réaffirmer. Les sources décrivent une scène assez sombre. Oui, où elle cherche à retrouver ce sentiment de contrôle de manière très crue. C'est ça, elle force certains de ses employés à des rapports sexuels. Pas par désir, juste pour le plaisir de donner un ordre et d'être obéi. C'est un passage très révélateur. Ça montre à quel point sa psyché est liée à la domination. Le pouvoir n'est pas un moyen pour elle. C'est un besoin, presque physiologique. Et une fois ce besoin assouvi, elle passe à l'étape suivante de son plan. La manipulation de Mustang, le joueur des Yankees qu'elle détient. Exactement. Elle le retrouve dans sa cave, torturé, brisé. Et là, elle change complètement de registre. Elle renvoie les gardes, se montre douce, presque, maternelle. Un changement de ton total. Elle lui caresse la joue, lui murmure que tout est un malentendu, que ce sont ses coéquipiers qui l'ont trahi, qu'ils font partie d'un groupe terroriste, la Commune, et qu'elle, Nix, l'a sauvé. Elle le brise physiquement pour le reconstruire psychologiquement à son avantage. C'est terrifiant. C'est une technique de remodelage psychologique. Avec des drogues, une torture mentale constante, elle va effacer sa réalité et la remplacer par la sienne. Son but n'est pas de le tuer, c'est d'en faire une arme loyale, un homme de main qui lui devra tout. Elle ne détruit pas son ennemi, elle le recycle.
Et la dernière étape, c'est de rendre cette histoire publique. Le coup de grâce. Elle contacte le président du club des Yankees et elle lui annonce que son équipe est une cellule terroriste. Elle fabrique des preuves, utilise des explosions récentes lors d'un de leurs matchs comme justification. Et voilà, Elle transforme son problème de sécurité personnelle, en une grande victoire contre le terrorisme. elle rend un service public à GEMCorp et elle se débarrasse de ses agresseurs présumés, tout ça en un seul mouvement. Bon, alors si on rassemble toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce que ça nous apprend, cette réaction de Nix sur la nature du pouvoir dans son monde? Ce que les sources nous montrent, c'est que le pouvoir, pour Nix, ce n'est pas une question de richesse ou de force brute. C'est une question d'autorité narrative. Le pouvoir, c'est la capacité d'écrire l'histoire. C'est ça. Celui qui contrôle le récit gagne la guerre. Le vol de la console est devenu complètement secondaire. La vraie bataille, ce n'était pas de récupérer ce qui a été volé, c'était de définir qui sont les méchants et pourquoi ont-ils agi. Et elle a gagné cette bataille. Elle n'a pas résolu le crime. Elle l'a remplacé par une fiction qui l'arrangea beaucoup plus. Elle a transformé une attaque contre sa personne en victoire politique. Exactement. Chaque action, chaque conversation, c'était une brique de plus pour construire ce nouveau récit. L'appel au cardinal lui a donné des enquêteurs. La confrontation avec Woodcock lui a permis de mesurer les limites de son pouvoir. La manipulation de Mustang lui a fourni un témoin et une arme. Tout était calculé pour reprendre le contrôle non pas de sa maison, mais de la réalité elle-même. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question qui reste en suspens. Les sources mentionnent cette quatrième intruse, totalement invisible, et ce projet ultra secret Elyséum, ce nom si tabou. Si on considère que les hackers avaient une cible aussi précise et étrange qu'un simple concert, on peut se demander, et si Nix n'était pas la véritable cible? C'est la question qui hante toute cette histoire. Et si cette attaque contre son sanctuaire, cette violation qui a déclenché toute cette formidable démonstration de force, de manipulation, si tout ça n'était en réalité qu'une diversion? Une seule pièce déplacée sur un échiquier beaucoup plus grand. Un mouvement dans un jeu dont elle ne comprend même pas encore les règles, et où elle n'est finalement peut-être qu'un pion de plus.